Juin 2025 marque un choc discret. L'Afrique contourne le dollar et raccourcit brutalement ses circuits financiers. 19 pays lancent un réseau panafricain qui relie banques centrales, abaisse délais et coûts et défie des décennies de dépendance envers des intermédiaires occidentaux. Que change ce basculement pour les entreprises, les États et les citoyens? Et pourquoi Ibrahim Traoré y voit un tournant majeur? En filigrane se joue une souveraineté monétaire opérationnelle, testée par la technologie, la confiance institutionnelle et l'équilibre géopolitique mondial à court et moyen terme pour le continent africain. Cette analyse promet une lecture claire des gains réels, des risques mesurables et des lignes de fracture que ce nouveau système ouvre. Le bénéfice attendu est concret. Paiement plus rapide, frais nettement réduits, accès élargi au commerce intra-africain. Mais l'enjeu dépasse l'efficacité. Il touche à la capacité des États africains à gouverner leurs flux financiers sans dépendre d'institutions extérieures, à absorber des chocs technologiques et à maintenir la confiance entre banques centrales. À court terme, la question est opérationnelle. Infrastructure, sécurité numérique, coordination réglementaire. À moyen terme, elle devient stratégique. Repositionnement face aux grandes puissances monétaires, redéfinition des rapports de force économiques et crédibilité d'un modèle alternatif au dollar. Des figures comme Ibrahim Traoré ont insisté sur ce point. La souveraineté n'a de sens que si elle fonctionne au quotidien, pour les entreprises comme pour les citoyens. Ce qui suit vise donc à démêler promesses et contraintes, sans exaltation ni minimisation, afin d'évaluer ce que ce basculement change réellement pour l'Afrique et pour l'équilibre financier mondial. En quelques mois seulement, les frais des paiements transfrontaliers intra-africains ont chuté de 20 à 30% et des délais de plusieurs jours ont été réduits à quelques heures. Ce basculement rapide n'est pas le fruit d'un ajustement marginal, mais celui d'une rupture technique et politique assumée, portée par un réseau reliant directement les banques centrales de 19 pays africains. Avant 2025, une transaction entre deux États africains suivait presque toujours le même détour. Les fonds quittaient le continent, transitaient par New York ou Londres, étaient convertis en dollars, puis revenaient vers l'Afrique dans une autre monnaie locale. Chaque étape ajoutait des frais, de l'attente et une dépendance structurelle aux banques occidentales. Ce mécanisme, hérité de décennies d'intégration asymétrique au système financier mondial, a longtemps été accepté faute d'alternatives crédibles. La mini-révélation tient dans la simplicité du changement. Le nouveau système panafricain permet un règlement direct en monnaie locale, sans passer par le dollar ni par des intermédiaires étrangers. Techniquement, il repose sur une architecture numérique interbancaire. Politiquement, il traduit une volonté partagée de reprendre le contrôle des flux financiers. Ibrahim Traoré a souvent résumé cette logique comme un passage de la dépendance subie à la coordination choisie. Le contexte explique pourquoi cette initiative a mûri relativement discrètement. Dès 2023, plusieurs pays africains ont commencé à travailler sur une alternative commune, conscients que le commerce intra-africain restait pénalisé par des coûts disproportionnés. La montée en puissance des paiements numériques et l'expérience acquise dans la finance mobile ont servi de socle. L'objectif n'était pas de rompre avec le système mondial, mais de corriger un déséquilibre devenu trop coûteux. Ce cadre éclaire la portée réelle du lancement de juin 2025. Il ne s'agit pas seulement d'accélérer des transactions, mais de modifier la chaîne de valeur financière elle-même. En supprimant des intermédiaires extérieurs, les pays africains conservent davantage de valeur sur le continent et réduisent leur exposition aux décisions monétaires étrangères. C'est cette combinaison de gains immédiats et de conséquences structurelles qui donne à l'initiative sa dimension stratégique. Pour comprendre les effets concrets du système de paiement panafricain, il faut quitter l'abstraction institutionnelle et suivre les acteurs qui l'utilisent dès ses premiers mois. Les banques centrales ont posé l'ossature, mais ce sont les entreprises et les intermédiaires locaux qui testent, valident ou questionnent la solidité du dispositif. Un premier cas apparaît dans le commerce régional. Une entreprise d'Afrique de l'Ouest, habituée à attendre plusieurs jours
avant de voir un paiement confirmé, constate désormais un règlement en quelques heures. Ce gain de temps réduit les tensions de trésorerie et permet d'honorer plus rapidement fournisseurs et salariés. Le changement est discret, mais il modifie le rythme même de l'activité économique. Un second exemple concerne les petites et moyennes entreprises. Longtemps pénalisées par des frais bancaires élevés, elles entraient rarement dans le commerce transfrontalier africain. La baisse significative des coûts rend ces échanges plus accessibles. Pour certaines, cela signifie un premier pas hors de leur marché national, sans dépendre d'un réseau bancaire étranger complexe et coûteux. Ces impacts précoces ne relèvent pas d'une révolution spectaculaire, mais d'une accumulation d'ajustements pratiques. Les banques locales gagnent en responsabilité, car elles interagissent directement entre elles. Les autorités monétaires observent en temps réel les flux régionaux, renforçant leur capacité de pilotage. Cette proximité opérationnelle crée aussi de nouvelles exigences en matière de fiabilité et de coordination. Le personnage guide n'est donc pas un individu isolé, mais un écosystème en apprentissage. Chacun avance avec prudence, conscient que la crédibilité du système dépend de son fonctionnement quotidien. Les premiers usages montrent une chose essentielle. L'innovation n'est pas théorique. Elle se mesure à l'heure gagnée, au coût évité, à la confiance maintenue. En bref, l'efficacité quotidienne conditionne la souveraineté financière durable. Avant le lancement officiel, le déclencheur est moins spectaculaire qu'on pourrait l'imaginer. Il ne s'agit pas d'une crise unique, mais d'une accumulation de frictions. Année après année, les États africains constatent que le commerce intra-africain reste entravé par des coûts bancaires disproportionnés et des délais incompatibles avec des chaînes d'approvisionnement modernes. Chaque paiement qui transite par le dollar rallonge le cycle économique et siphonne une partie de la valeur créée localement. La phase d'activation commence autour de 2023. Des discussions techniques s'ouvrent entre banques centrales, d'abord sur un mode exploratoire. L'objectif était clair: créer un mécanisme de compensation directe en monnaie locale, capable de fonctionner à l'échelle régionale sans dépendre d'infrastructures étrangères. Les travaux avancent loin des projecteurs, car toute annonce prématurée risquerait de susciter des pressions politiques ou financières. Cette discrétion devient un choix stratégique. La montée en puissance se joue sur deux plans simultanés. Sur le plan technique, une architecture numérique est conçue pour relier les institutions monétaires participantes. Elle doit être suffisamment robuste pour traiter des volumes croissants, tout en restant interopérable avec des systèmes nationaux très hétérogènes. Sur le plan politique, les États concernés négocient un cadre commun, acceptant de coordonner une partie de leur souveraineté opérationnelle afin de gagner en autonomie collective. Des figures comme Ibrahim Traoré soutiennent seules cette logique, insistant sur le fait que l'indépendance financière passe par des compromis régionaux assumés. Le point culminant survient en juin 2025, lors du lancement officiel du système par 19 pays africains. L'événement est sobre, presque technique, mais sa portée est considérable. Pour la première fois, un réseau permet de régler des transactions commerciales intra-africaines sans passer par le dollar, ni par des banques situées hors du continent. Le symbole est fort, mais l'essentiel réside dans l'opérationnalité immédiate du dispositif. Les premières répliques apparaissent rapidement après le lancement. Les entreprises constatent une réduction sensible des frais et une accélération des paiements. Les banques africaines, désormais en interaction directe, voient leur rôle renforcé dans la circulation de la valeur régionale. En parallèle, les autorités monétaires commencent à disposer de données plus fines sur les flux économiques intra-africains, améliorant leur capacité d'analyse et d'intervention. Cependant, cette phase génère aussi des tensions nouvelles. La responsabilité accrue des acteurs locaux expose davantage les failles potentielles en matière de cybersécurité et de gouvernance. Chaque incident technique, même mineur, est scruté comme un test de crédibilité. À l'extérieur du continent,
Les grandes puissances économiques observent l'initiative avec attention, conscientes qu'elle pourrait, à terme, inspirer d'autres régions. La ligne des événements ne décrit donc pas un basculement instantané, mais une séquence progressive. Prise de conscience, coordination discrète, lancement maîtrisé, puis ajustement continu. Ce rythme explique pourquoi le système n'est ni un simple outil de paiement, ni une rupture totale avec l'ordre existant. Il s'inscrit comme une construction pragmatique, pensée pour durer. Cette chronologie met en lumière un point central. Le succès du projet dépend moins de l'acte fondateur que de sa capacité à absorber les chocs et à évoluer. La question qui s'ouvre après cette montée en puissance est celle de la preuve dans le temps, lorsque l'enthousiasme initial laissera place à l'usage routinier et aux contraintes structurelles. Avant la mise en place du système de paiement panafricain, une transaction commerciale intra-africaine supportait en moyenne des frais supérieurs à 20% et nécessitait plusieurs jours ouvrables pour être finalisée. Après le lancement de 2025, les mêmes opérations affichent des coûts inférieurs à 3% et des délais réduits à quelques heures, selon les premières observations consolidées. Le premier indicateur clé concerne les frais bancaires. Dans l'ancien modèle, chaque paiement passait par plusieurs intermédiaires, chacun prélevant sa commission. La conversion en dollars, puis la reconversion en monnaie locale, alourdissait mécaniquement la facture. La baisse observée de l'ordre de 20 à 30% sur les coûts totaux n'est pas marginale. Elle modifie directement la rentabilité des échanges, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Une réduction de cette ampleur signifie que des transactions auparavant non viables deviennent économiquement possibles. Le deuxième indicateur porte sur le temps de traitement. Là où un règlement pouvait prendre jusqu'à 5 jours ouvrables, le nouveau système ramène ce délai à une fenêtre de quelques heures. Cette accélération a un effet immédiat sur la trésorerie des entreprises. Des cycles de paiement plus courts réduisent le besoin de financement relais, limitent les retards en chaîne et améliorent la prévisibilité des flux de liquidités. À l'échelle macroéconomique, cette fluidité accrue soutient la continuité des chaînes d'approvisionnement régionales. Un troisième chiffre structure l'analyse. Les économies annuelles estimées à environ 5 milliards de dollars. Ce montant agrège la réduction des frais, la disparition de certains intermédiaires étrangers et la rétention de valeur au sein du système bancaire africain. Même si cette estimation reste conditionnée à une adoption durable, elle donne un ordre de grandeur de l'enjeu. Ces ressources, auparavant captées hors du continent, peuvent désormais être réinvesties localement dans l'infrastructure, le crédit ou l'innovation financière. La lecture de ces chiffres doit toutefois rester prudente. Les données disponibles couvrent une période courte et concernent principalement les premiers pays adoptants. Les gains mesurés reflètent un effet de rattrapage rapide après des années de contraintes excessives. À mesure que le volume de transactions augmentera, la pression sur les systèmes techniques et organisationnels s'intensifiera. La stabilité des coûts bas et des délais courts dépendra de la capacité des banques centrales et des institutions financières à maintenir des standards élevés de sécurité et de coordination. C'est dans cette phase que la dimension politique rejoint la donnée chiffrée. Ibrahim Traoré a souligné à plusieurs reprises que les statistiques n'ont de valeur que si elles s'inscrivent dans la durée. Une souveraineté financière crédible ne se juge pas sur un lancement réussi, mais sur la constance des performances lorsque les conditions deviennent plus complexes. Les chiffres actuels indiquent une trajectoire favorable, sans garantir automatiquement sa pérennité. Ainsi, les preuves quantitatives disponibles confirment un changement réel et mesurable. Elles montrent une amélioration nette de l'efficacité économique et une redistribution partielle de la valeur en faveur des acteurs africains. Mais elles ouvrent aussi une question centrale. Ces gains peuvent-ils être stabilisés et étendus à l'ensemble du continent sans créer de nouvelles vulnérabilités? La réponse dépendra des choix opérés après l'euphorie des premiers résultats. Les critiques du système de paiement panafricain
avancent d'abord un argument de stabilité. Selon eux, contourner des infrastructures financières éprouvées expose les économies africaines à des risques systémiques. Les réseaux dominés par le dollar bénéficient de décennies de tests, de normes de conformité strictes et de capacités de gestion de crise éprouvées. En comparaison, un dispositif régional récent pourrait manquer de profondeur institutionnelle, surtout en cas de choc externe ou de défaillance simultanée dans plusieurs pays participants. Un second argument concerne l'infrastructure et les inégalités. Tous les États africains ne disposent pas du même niveau de préparation numérique. Certaines banques centrales et établissements commerciaux restent confrontés à des limites techniques, à des pénuries de compétences spécialisées et à des risques accrus de cyberattaques. Dans cette lecture, le système pourrait accentuer les écarts entre pays bien équipés et économies plus fragiles, créant une intégration à deux vitesses plutôt qu'un marché réellement unifié. Ces critiques méritent d'être prises au sérieux, car elles pointent des vulnérabilités réelles. Toutefois, les données et les premiers usages apportent une réponse nuancée. D'une part, la dépendance exclusive aux circuits dominés par le dollar n'a jamais été neutre pour l'Afrique. Elle a généré des coûts structurels élevés et une exposition permanente à des décisions monétaires extérieures. Le nouveau système ne supprime pas tous les risques, mais il redistribue leur nature, en les rendant davantage maîtrisables au niveau régional. D'autre part, l'argument infrastructurel doit être mis en perspective. Les gains observés sur les frais et les délais montrent que même une adoption partielle produit des effets tangibles. L'expérience africaine en matière de finances mobiles démontre qu'un rattrapage technologique rapide est possible lorsque les incitations économiques sont fortes. Le système de paiement panafricain s'inscrit dans cette continuité. Il crée une pression positive pour l'investissement, la formation et l'harmonisation des standards. Enfin, le pilotage collectif limite certains risques. La coordination entre banques centrales permet une surveillance croisée et un apprentissage commun, réduisant la probabilité d'erreurs isolées non détectées. Des voix comme celle d'Ibrahim Traoré insistent sur ce point. L'enjeu n'est pas l'absence de risque, mais la capacité à en assumer la gestion sans dépendre entièrement d'acteurs extérieurs. Ainsi, le contre-argument central ne nie pas les défis, mais montre que l'alternative n'est pas entre sécurité et autonomie. Elle se situe entre une dépendance coûteuse et une souveraineté progressive, imparfaite mais perfectible. Le débat réel porte donc sur la vitesse et la qualité de cette montée en compétences collectives. Jusqu'ici, le système de paiement panafricain a surtout été jugé sur ses performances initiales. Coûts en baisse, délais raccourcis, adoption progressive. Mais le point médian révèle un déplacement plus subtil. L'enjeu n'est plus seulement de prouver que le système fonctionne, mais de démontrer qu'il peut devenir la norme sans perdre sa crédibilité. Ce basculement change la nature du projet. Tant qu'il restait une alternative parmi d'autres, les attentes étaient limitées. En devenant un outil central des échanges intra-africains, il s'expose à des volumes plus élevés, à des usages plus complexes et à une surveillance accrue. Chaque panne potentielle, chaque retard, chaque faille de sécurité aurait désormais un impact systémique et non plus expérimental. C'est à ce stade que la dimension politique rejoint pleinement l'opérationnel. Les États-Unis participants doivent arbitrer entre rapidité d'expansion et consolidation interne. Une croissance trop rapide fragiliserait l'architecture. Une progression trop prudente ralentirait les bénéfices économiques attendus. Ibrahim Traoré a insisté sur cet équilibre délicat, rappelant que la souveraineté financière ne se décrète pas, elle se construit par la fiabilité. La révélation du point médian est donc claire. Le succès initial n'est pas une ligne d'arrivée, mais une porte étroite. La suite dépendra de la capacité collective à transformer une innovation prometteuse en infrastructure de confiance durable. Pour les États, la première conséquence est budgétaire et informationnelle. La réduction des frais de transaction libère des marges financières qui échappaient auparavant vers des intermédiaires étrangers.
Ces ressources supplémentaires peuvent être redirigées vers l'investissement public ou la stabilisation macroéconomique. En parallèle, le suivi direct des flux intra-africains améliore la visibilité des banques centrales sur les échanges régionaux, renforçant leur capacité d'anticipation et de coordination. Cette maîtrise accrue n'élimine pas les contraintes externes, mais elle réduit la dépendance à des décisions monétaires prises hors du continent. Pour les entreprises, en particulier les grandes structures commerciales, l'effet est d'abord organisationnel. Des délais de paiement plus courts simplifient la gestion des stocks et des contrats transfrontaliers. Les échanges deviennent plus prévisibles, ce qui facilite la planification et limite les coûts liés à l'incertitude. La baisse des frais améliore la compétitivité des produits africains sur les marchés régionaux. À terme, certaines entreprises peuvent repenser leur chaîne d'approvisionnement en privilégiant des partenaires africains plutôt que des circuits plus lointains, mais historiquement mieux intégrés financièrement. Les petites et moyennes entreprises ressentent l'impact de manière encore plus directe. Pour elles, l'accès au commerce intra-africain était souvent bloqué par des coûts fixes disproportionnés. La possibilité de régler et d'être réglé en quelques heures, à un coût nettement réduit, abaisse le seuil d'entrée. Cela favorise une diversification des débouchés et une intégration progressive dans des réseaux régionaux. Toutefois, ces gains supposent un accompagnement technique et financier, car toutes ne disposent pas encore des outils numériques nécessaires pour tirer pleinement parti du système. Pour les citoyens et travailleurs, les effets sont plus indirects mais réels. Une meilleure fluidité des échanges soutient l'activité des entreprises locales, ce qui peut se traduire par des revenus plus stables et une création d'emplois progressive. La réduction des coûts financiers contribue aussi à moyen terme à des prix plus compétitifs sur certains biens échangés à l'échelle régionale. Dans ce sens, la transformation du système de paiement ne reste pas confinée aux salles de marché ou aux institutions. Elle se diffuse dans l'économie quotidienne. Au-delà de ces 4 groupes, une conséquence transversale mérite attention: le repositionnement géopolitique implicite. En démontrant qu'une alternative fonctionnelle au dollar est possible à l'échelle régionale, l'Afrique envoie un signal aux partenaires extérieurs. Des leaders comme Ibrahim Traoré voient dans cette dynamique un levier pour renégocier les rapports économiques internationaux sur une base moins asymétrique. Ce signal ne provoque pas une rupture immédiate, mais il modifie les termes du dialogue. L'ensemble de ces conséquences montre que le système de paiement panafricain agit comme un multiplicateur. Il amplifie des dynamiques existantes plutôt qu'il ne les crée ex nihilo. Son impact réel dépendra donc de la capacité des États, des entreprises et des citoyens à s'approprier cet outil et à en corriger les déséquilibres au fil du temps. Dans un scénario de base, on mise sur une adoption progressive et maîtrisée. Les pays déjà engagés consolident leurs infrastructures, renforcent la cybersécurité et harmonisent graduellement leurs procédures. Le volume des transactions augmente sans rupture brutale, permettant aux banques centrales d'ajuster leur système en continu. Dans cette trajectoire, les gains observés se stabilisent. Frais durablement plus bas, délais courses maintenus, confiance institutionnelle en hausse. Le système devient un outil courant du commerce régional, sans supplanter totalement les circuits internationaux, mais en rééquilibrant leur usage. Ce scénario privilégie la fiabilité à la vitesse et ancre l'initiative dans le quotidien économique. Dans un scénario optimiste, on suppose une dynamique d'extension plus rapide. De nouveaux pays rejoignent le réseau après avoir adapté leur cadre technique et réglementaire. L'interopérabilité s'améliore, facilitant l'entrée des petites entreprises et la diversification sectorielle des échanges. Les investissements dans les infrastructures numériques suivent, attirés par des résultats tangibles. Dans ce contexte, le système panafricain devient une référence régionale crédible, capable d'inspirer des coopérations similaires ailleurs. L'Afrique renforce alors son rôle dans l'innovation financière du Sud global, tout en réduisant davantage sa dépendance aux monnaies dominantes. Ce scénario maximise les bénéfices, mais exige une coordination politique et technique soutenue. Dans un scénario pessimiste,
On met en lumière des fragilités non résolues, des incidents de sécurité, des pannes répétées ou des divergences réglementaires ralentissent l'adoption. Certains pays peinent à suivre le rythme, créant des asymétries persistantes. À l'extérieur, des pressions économiques ou financières compliquent l'intégration du système dans les échanges internationaux. Dans cette hypothèse, le projet conserve une utilité partielle, mais perd son élan transformateur. Les acteurs économiques hésitent et les gains initiaux s'érodent, faute de confiance suffisante. Ces trois scénarios ne sont pas exclusifs. Des éléments de chacun peuvent coexister selon les régions et les secteurs. La variable décisive reste la gouvernance, capacité à apprendre des incidents, à investir dans les compétences et à maintenir un dialogue constant entre institutions. La recommandation centrale est donc prudente. Privilégier la robustesse avant l'expansion. Si le système prouve qu'il résiste à l'usage intensif, il pourra ensuite accélérer sans compromettre sa crédibilité. Pour une première catégorie de public, celle des entrepreneurs et travailleurs indépendants, l'enjeu est très concret. Un système de paiement plus rapide et moins coûteux réduit l'incertitude quotidienne. Être payé en quelques heures plutôt qu'en plusieurs jours change la manière de gérer les stocks, les salaires et les engagements contractuels. Cette prévisibilité renforce la confiance dans les échanges régionaux et incite à explorer de nouveaux partenariats au-delà des frontières nationales. Un second groupe concerne les jeunes professionnels et étudiants, souvent attentifs aux perspectives d'avenir du continent. Le système panafricain de paiement est perçu comme un signal de modernisation et de capacité d'innovation locale. Il nourrit l'idée que des solutions africaines peuvent répondre à des problèmes structurels longtemps considérés comme immuables. Cette perception joue un rôle symbolique important, car elle alimente un sentiment d'appartenance à un projet collectif tourné vers l'autonomie et la coopération régionale. Un troisième public, plus large, regroupe les citoyens ordinaires, parfois éloignés des débats financiers. Pour eux, l'impact se manifeste indirectement à travers l'activité économique locale. Des entreprises plus solides et des échanges facilités peuvent, à terme, soutenir l'emploi et limiter certaines hausses de prix liées aux coûts de transaction. Même sans comprendre les mécanismes techniques, ces citoyens perçoivent les effets lorsque l'économie locale gagne en fluidité. Ces différentes résonances rappellent que le projet ne se limite pas à une réforme bancaire. Il touche à la manière dont les Africains se projettent dans l'avenir économique du continent. Des responsables comme Ibrahim Traoré ont insisté sur cette dimension humaine. Une réforme n'a de sens que si elle améliore concrètement la vie économique et renforce la confiance collective. Le défi est désormais de transformer cette attente en bénéfices durables, visibles et partagés. La consolidation du système de paiement panafricain repose sur une séquence d'actions coordonnées, plus que sur un saut technologique isolé. La première étape concerne la sécurité et la résilience. Les banques centrales doivent renforcer les protocoles de cybersécurité, tester régulièrement les systèmes et partager les alertes en temps réel. L'objectif est simple, prévenir les incidents avant qu'ils ne deviennent systémiques et préserver la confiance des utilisateurs institutionnels et commerciaux. La deuxième étape porte sur la montée en compétences humaines. Les infrastructures numériques ne suffisent pas sans personnel formé. Cela implique des programmes conjoints de formation pour les équipes bancaires, les régulateurs et les opérateurs techniques. Une compréhension commune des procédures réduit les erreurs opérationnelles et accélère la résolution des problèmes transfrontaliers. Cette dimension est souvent sous-estimée, alors qu'elle conditionne la fiabilité quotidienne du dispositif. La troisième étape concerne l'harmonisation réglementaire. Les pays participants doivent rapprocher leur cadre juridique en matière de paiement, de conformité et de protection des données. Sans uniformité minimale, les frictions administratives risquent de recréer des délais et des coûts indirects. Une gouvernance claire, avec des règles partagées et des mécanismes d'arbitrage, est essentielle pour maintenir la fluidité du réseau. La quatrième étape vise l'extension maîtrisée. L'intégration de nouveaux pays
doit se faire par paliers, en évaluant systématiquement l'impact sur la stabilité du système. Chaque nouvel entrant augmente la portée économique du réseau, mais aussi sa complexité. La priorité reste la robustesse avant l'élargissement rapide. Enfin, la cinquième étape touche à la légitimité politique et sociale. Des leaders comme Ibrahim Traoré rappellent que la souveraineté financière se mesure à l'usage réel et à l'adhésion des acteurs économiques. Communiquer sur les résultats, reconnaître les limites et ajuster la trajectoire renforce la crédibilité du projet. Cette feuille de route ne promet pas une réussite automatique. Elle propose un chemin pragmatique, où la discipline collective et l'apprentissage continu transforment une innovation régionale en infrastructure durable. Le système de paiement panafricain ramène finalement à une image simple, celle d'un continent qui cesse d'envoyer sa valeur ailleurs avant de la récupérer, amputée et ralentie. Ce geste technique, presque invisible pour l'utilisateur final, porte une charge symbolique forte. Il traduit une volonté de continuité, de maîtrise et de confiance retrouvée entre partenaires africains. En revenant aux premiers usages concrets, aux entreprises qui gagnent des heures et aux banques qui dialoguent directement, le motif central se précise. La souveraineté financière n'est pas un slogan, mais une accumulation de décisions fiables répétées chaque jour. C'est dans cette répétition que se joue la crédibilité du projet. Ibrahim Traoré a souvent insisté sur cette idée. L'indépendance réelle se mesure moins à la rupture qu'à la capacité de faire fonctionner durablement ses propres outils. Le système panafricain de paiement n'efface pas les contraintes mondiales, mais il redonne une marge de manœuvre collective, progressivement élargie,